Stéphanie Da Silva, bonjour et bienvenue sur le podcast. Je suis enchantée de vous recevoir. C'est une première pour vous en plus. Oui, bonjour Jessica. Alors, vous exercez une profession dont la plupart des gens n'ont jamais entendu parler. Alors, est-ce que vous pouvez classiquement vous présenter ainsi que votre parcours et ce qui vous a conduit à faire ce que vous faites aujourd'hui? Oui, alors donc je suis doula de deuil et de fin de vie. On peut aussi appeler ça Tana doula, donc Tana pour la mort et doula pour le service. Donc comme une sage-femme dans le début de la vie, donc la doula qui existe un petit peu plus en France quand même, qui est un petit peu plus connue Les doulas de depuis les naissance. années, Mm. voilà, c'est ça, à peu près depuis les années, je sais pas, je dirais 2015 hein, chez nous. Dans les années 2000 aux États-Unis, au Brésil aussi beaucoup. Nous, les Tanadoula, on arrive seulement dans le paysage maintenant. Et donc, on est des sages-femmes plutôt du côté de l'autre extrémité de la vie, c'est-à-dire vers la mort, en fait. Alors, ça consiste en quoi votre travail? Quels sont vos rôles et puis les services que vous proposez? Alors, la Tanadoula, bah, c'est un accompagnement humain, respectueux du désir de l'autre, hein, surtout. Et puis surtout, on est neutre. On n'est pas attaché sentimentalement par rapport à la personne. Et ça, c'est très, très important, je pense. Puisque quand on aime vraiment quelqu'un et qu'on le voit partir, c'est compliqué. On ne peut pas cheminer comme, enfin, facilement, c'est très compliqué. Donc, une taladoula, elle est là pour cheminer aux côtés de la personne qui s'en va. Souvent, on peut avoir l'impression qu'elle fait pas grand-chose, et c'est vrai. Parce que ce qu'elle fait, c'est juste être là, écouter, et puis se faire rappeler, enfin, la personne se rappelle qu'elle est toujours une personne encore à part entière et jusqu'au bout. C'est ça que fait une Tanadoula en premier. Après, elle peut aider administrativement, hein, ça dépend des Tanadoulas, de leur expérience de vie aussi, de ce qu'elles faisaient avant. Et il y en a qui font plus dans le deuil animalier. Enfin voilà, c'est suivant son parcours en effet. Dans le deuil animalier, donc il y a des personnes qui vont venir auprès d'un animal mourant pour être une présence. Exactement. Ah oui. Ouais, pour créer des Mm. rituels et puis bah, pour accompagner, puisque bah, perdre quelqu'un, c'est aussi parfois perdre un animal, et perdre un animal, c'est profondément douloureux, même si Oui. c'est pas toujours compris. Mhm. Oui, c'est vrai qu'on en parle peu. C'est qu'un animal. Tu peux reprendre un chien, un chat, un poisson rouge. Voilà. Mm, mm. Alors que non, en fait, on remplace pas si facilement que ça. Et puis c'est important d'arriver à le comprendre. Mm. Donc, vous dites que les services que vous proposez, en fait, dépendent de ce que vous faisiez avant. Enfin, Oui. en fait, de la caisse à outils que vous avez, puisque chaque service de doula va être personnalisé. Qu'est-ce que vous faisiez avant, du coup? Alors moi, j'étais assistante commerciale, administrative, de gestion. Et comme j'aime l'administratif et que le conseil funéraire m'attirait beaucoup, mais dans le conseil funéraire, il n'y a que de l'administratif. C'est pas, on est beaucoup au bureau et c'est pas tellement de l'accompagnement à mon sens. Donc j'ai Ah, décidé de faire une formation de conseillère funéraire pour avoir les bons outils. Et puis parce que la réglementation française est compliquée et puis qu'on fait pas n'importe quoi. Et qu'en tant que doula, si on veut pouvoir accompagner correctement, bah, je pense qu'il y a des choses quand même à savoir. On peut pas dire n'importe quoi aux gens et puis tout d'un coup leur dire, ah bah non, finalement, on peut pas faire ça, on peut pas faire ça, alors qu'on peut faire plein de choses. Et ça, pas beaucoup de monde le savent. Donc, du coup, moi, j'ai fait une formation de conseillère funéraire. J'ai fait aussi une formation d'agent de chambre mortuaire. Donc, j'ai travaillé à la morgue de Reims parce que moi, j'avais cette envie de mon vécu, de pouvoir faire des rituels, de pouvoir faire des recueillements à domicile pour ceux qui le souhaitent. Et pour moi, ça, c'était très, très important de me confronter à la mort physique. Et puis, j'ai fait aussi une formation de directrice de pompe funèbre. Et ça, c'est pas ce qui m'a le plus plu, mais c'est ce dont j'avais besoin pour pouvoir avoir une habilitation funéraire. Voilà. d'accord. Et donc, la Donc, fameuse oui. formation de doula. Vous travailliez beaucoup, en fait, dans un établissement funéraire auparavant.
Alors, beaucoup non. J'étais plutôt, moi, dans l'industrie. Mhm. Par contre, je me suis rapprochée du monde funéraire pendant mes formations et ça a été comme une révélation, quoi. Mais le monde du funéraire d'aujourd'hui ne me convient pas. Vous pouvez développer un petit peu ça? Alors, c'est-à-dire que bon, moi je vis dans une ville où déjà il n'y a plus beaucoup d'indépendants. Donc pour moi, ça me pose un problème parce que ce sont des gros groupes, c'est presque l'usine, même s'ils travaillent tous très bien et même si chaque personne individuellement parlant a voilà, un vrai sentiment. La machine commerciale fait que voilà, on peut pas travailler comme on veut, il faut regarder sa montre. Voilà, pour moi, c'est compliqué. Mhm. Donc, cette méthode-là ne me convient pas du tout. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai créé Partir autrement, parce que pour faire autrement, hein, ça veut tout dire. Et puis, bah, parce qu'on va partir, donc il faut dire les mots et ça, c'était important pour moi. Mais du coup, c'est plutôt, je suis pas une pompe funèbre, hein, donc j'ai besoin des pompes funèbres. On travaille en collaboration. Moi, j'identifie le besoin de mon client et ensuite, je vais à sa place aux pompes funèbres, négocier avec lui des prix parce qu'on a beau dire que faut pas penser à ça, mais si, on a tous un budget et on va pas non plus se créer des problèmes dans la mort, hein. Donc voilà. Moi, en fait, je soulage la famille en m'occupant de tout. On discute ensemble de ce qu'on veut, de ce qu'on ne veut pas. Et voilà. Et moi, après, je négocie avec les pompes funèbres sur ce qu'on peut faire. D'accord. Alors, j'avais une question qui vient de me glisser là hors de mon cerveau. Ah, bah alors attendez. Ah, bah là, c'est le. Du coup, c'est le blanc là. Et C'est parti. Ah ouais, 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 mais je voulais vous demander ça. Je me suis dit, tiens, et tout. Et bon, bah alors attendez, je vais regarder. Ah oui, 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 oui. Si, je voulais vous demander, du coup, qui sont vos clients? Est-ce que c'est le mourant ou c'est sa famille? Qui est-ce qui vous engage du coup? Alors, ça peut être les deux. Alors, sauf que l'un va pas sans l'autre. Mhm. C'est-à-dire que moi, j'ai des familles qui m'ont contacté pour des mourants qui ne sont pas au courant. J'accepte pas. Il y a des mourants qui me contactent et que la famille n'est pas d'accord. Je n'accepte pas. Je n'accompagne pas si. Je pense qu'on est, c'est tripartite. Il y a le mourant, la famille et moi. Et déjà, il faut que le feeling passe. Il faut que, parce que, enfin, c'est un accompagnement, donc ça veut dire que je vais être souvent là. Je veux pas être vue comme une intruse. Et c'est pas toujours facile dans ces moments-là, hein, parce qu'on se dit mais qu'est-ce qu'elle vient faire là, celle-là, voilà, qu'on comprenne pas ma démarche. Et du coup, c'est une longue discussion. Donc moi, j'ai fait là dernièrement un accompagnement d'un monsieur qui était mourant. Ça fait contacté par sa famille, mais aussi par l'EHPAD dans lequel il était. Mhm. Mais lui avait été prévenu 5 minutes avant que j'arrive. Donc c'était pas facile. Donc ça, j'accepte pas parce que c'est en plus c'est lui le premier intéressé. Donc la discussion a été compliquée. Ouais. Donc du coup, voilà, je pense que le mieux, c'est de se voir tous ensemble et de discuter tous ensemble des besoins de chacun, de la fréquence aussi à laquelle je dois venir. Et puis ça se fait. C'est plus serein. Bah oui, comment ça fonctionne en fait? Vous mettez des plages de rendez-vous où vous allez venir pour être à côté de cette personne? Enfin, au Oui, niveau logistique du coup. Mhm. eh ben oui, c'est exactement ça. C'est suivant leur disponibilité, les miennes. On se fixe des rendez-vous. Alors, ça dépend aussi de l'état de la personne, hein, parce que moi, je travaille avec un EHPAD ici dans ma ville, et donc à sa demande, j'interviens. Alors, dans cet EHPAD-là, on s'occupe surtout des directives anticipées. Donc, on discute des directives anticipées. Alors là, ça peut être simple, ça peut être en groupe aussi, ça peut être juste une personne en particulier. Donc moi, je m'aide du jeu de cartes de Jalmalve. Alors, je ne sais pas si vous connaissez l'association Jalmalve. Alors moi, vous m'en aviez parlé parce que je croyais que c'était une personne. Quand vous me parliez au téléphone, je me suis dit, c'est qui D'accord. cette Jeanne? Mais les auditeurs vont pas connaître. Alors peut-être qu'il faudra d'ailleurs expliquer ce que c'est que des directives anticipées et aussi Oui. parler de cette association. Alors, les directives anticipées, c'est très important. C'est après la loi Claes.
Et puis la loi Claes-Leonetti, donc la 2. Donc on décide de ce qu'on va faire de nous avant qu'on ne puisse plus le dire. Donc c'est très important, ça on peut le faire à n'importe quel moment de sa vie, jeune, moins jeune, vieux, peu importe. On peut en plus les changer tout au long de sa vie. Donc aujourd'hui je décide que j'ai pas envie d'être branchée, puis demain bah si finalement j'ai envie qu'on me laisse brancher. Et ça peut être interchangeable tout le temps, tout au long de sa vie. Mais c'est très important de l'écrire soi-même si on peut, c'est mieux. D'en informer sa famille. Il faut aussi désigner une personne de confiance, donc ça c'est très important. C'est la personne qui saura rester dans votre volonté, Mhm. voilà. Donc voilà, c'est pas forcément son conjoint, pas forcément ses enfants, ça peut être son ami, ça peut être n'importe qui en fait. Quelqu'un de confiance. Et puis, ça se laisse chez le médecin. Ça peut même se discuter avec le médecin. Hein. Parce qu'il y a des termes un petit peu compliqués parfois. Hein. On ne connaît pas tout. Est-ce que sédation profonde et continue, ça parle à tout le monde? Est-ce que tout le monde sait que l'alimentation, c'est aussi un traitement? Donc, quand on dit on veut arrêter tous les traitements, ça veut dire qu'on va arrêter l'alimentation et l'hydratation. C'est important de le savoir. Ah Est-ce oui. qu'on veut? Est-ce qu'on ne veut pas? Ouais. Voilà, il y a plein de choses à savoir et donc un médecin peut aussi aider. Mais surtout, les directives anticipées, il faut les laisser quelque part à un endroit, dans le livret de famille, par exemple, voilà, qu'on sache, que quelqu'un sache où c'est. Donc c'est un formulaire officiel avec toute une liste de procédures. Est-ce qu'on veut en fait de l'acharnement thérapeutique ou pas? À quel moment on arrête? Comment on se positionne par rapport à ça? C'est ça? Oui, Mm. alors c'est un document officiel qui est téléchargeable sur la plateforme du gouvernement. Euh, voilà, mais on peut aussi le faire, il n'y a pas de forme formelle, on peut aussi le faire à la main, écrit à la main et dire ses volontés mais médicales. Mhm. Après, de toute façon, les directives anticipées, euh, elles sont obligatoirement suivies par le médecin, mais il faut qu'aussi vos directives anticipées soient logiques. Hein, on ne peut pas dire quand on s'est cassé le bras, moi je veux pas qu'on me soigne. Voilà. Mhm. Donc il y a toujours de toute façon une réunion collégiale entre médecins, entre soignants. Et voilà, là on dit autant le déraisonnable peut être du côté des médecins que le déraisonnable peut être aussi parfois du côté du patient. Voilà, on n'exagère en rien ni dans les deux cas et c'est quand même beaucoup plus simple. Et de Et la puis si on famille est aussi. Oui, oui. allez-y. Bah, alors de la famille, c'est-à-dire, Mais parce que je me disais, puisqu'on parle du deuil, une personne qui n'est pas prêt à laisser partir l'être aimé va peut-être vouloir s'acharner plus que de raison parce que voilà, il y a pas le lâcher prise. oui. Mais si la personne n'a pas fait ses directives anticipées, c'est là que ça devient compliqué. C'est la famille Parce qui a le pouvoir que de décider ou c'est non, le c'est qui pas la fait ça? famille qui a. Eh ben c'est le corps médical qui décide et c'est surtout avec le patient. Si le patient il est capable de parler, on va écouter le patient. C'est le patient qui est le principal intéressé de sa propre vie. Et ça, c'est très, très important parce que la famille n'a pas à décider. Et c'est d'ailleurs pour ça que ça a été beaucoup médiatisé pendant l'affaire Vincent Lambert. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Nous, ça Oui, nous touche beaucoup parce que c'est dans notre ville. Donc, voilà, on est très, très intéressé par ce sujet. Et moi, d'autant plus parce qu'en plus, je suis amie avec sa sœur de Vincent Lambert qui m'a vraiment raconté toute l'histoire. Et c'est pour ça que c'est très important parce que quand on est une personne malade, quand on est inconscient, et qu'on a d'un côté sa famille, celle qu'on a créée, et sa famille, celle qui nous a créée, il y a des choses qui sont pas claires. Et voilà, les directives anticipées, elles sont très, très importantes par rapport à ça, parce qu'on sait que de toute façon, ce sera nous, notre décision à nous. Et ni celle de notre conjoint, notre famille, nos enfants, ni celle de nos parents et frères et sœurs. mm. Donc ça, c'est super important ce point hein, de savoir que on peut donc laisser ces. Donc là, du coup, c'est pas les dernières volontés, c'est pas qu'est-ce qu'on va faire de nous après notre mort, Non, comment on veut planifier nos funérailles, machin, machin. Mais c'est non. avant de mourir, jusqu'où on va et quand est-ce qu'on dit bon, on arrête là. Ok, ouais. Donc Voilà, c'est bien parce que je pense c'est, que pas grand monde ne sait que ça existe aussi. Mm. Ça. Mm. C'est vrai. Alors, il y a eu la Convention citoyenne, là, je ne sais pas si vous l'avez un petit peu suivi sur le débat sur la fin de vie, Non, j'avoue. qui Mais il s'est faudrait. passé là.
Ben, en plus, je pense qu'on peut les revoir en replay. C'était très, très intéressant. Je note. En, en fait, c'était des citoyens qui ont été tirés au sort dans toute la France et qui ont eu la chance d'assister à des débats et des choses vraiment très, très bien organisées. Et pour les éclairer, en fait, sur la fin de vie, puisque la France cherche à évoluer par rapport à ça, on va dire. Mhm. Mhm. Et c'était la question de la première ministre, c'était est-ce que ça suffit aujourd'hui notre loi ou est-ce qu'il faudrait la changer, la faire évoluer, l'adapter? Donc la réponse a été il faut la faire évoluer. Et donc normalement, je crois que le président devrait sortir quelque chose cet été, apparemment, sur la fin de vie. Alors, Donc est-ce que je peux, enfin, vous avez le droit de dire non, mais est-ce que je peux vous demander ce que vous en pensez? Parce que par exemple, les doulas, elles sont plus présentes donc en France, ça commence à se développer, mais il y en a beaucoup plus aux États-Unis et encore plus en Suisse, je pense qu'il y a un pays où, par exemple, enfin, alors, du coup, on ne dit pas euthanasie, il me semble, en Suisse, mais suicide assisté, si je me trompe pas. c'est ça. Oui, c'est ça. Vous qui êtes bah, finalement dans le métier et dans l'accompagnement de ces derniers instants, quelle est votre position par rapport à ça? Alors, moi, je serai toujours du côté du patient, quoi qu'il décide, pour l'accompagner dans ce qu'il veut. Même si ma conviction profonde, Mm. je pense que en Suisse, c'est la bonne solution, c'est-à-dire le suicide assisté. En Suisse, l'euthanasie n'existe pas. C'est en Belgique que ça existe, l'euthanasie. Euh, je pense que l'euthanasie, c'est compliqué dans le sens où quelqu'un vient vous tuer. Mhm. Parce que c'est pas à vous. Dans le suicide assisté, c'est une décision qui est prise par vous et c'est des maisons du mourir. Ce n'est pas non plus fait par du personnel soignant. Ok, je comprends Alors, aussi. Donc, oui, pour moi, c'était juste un choix de mots différent, mais en fait, la démarche est différente. Dans l'euthanasie, c'est le médecin qui va injecter quelque chose, alors que oui, dans le suicide assisté, c'est la personne qui veut mourir qui prend enfin, qui s'administre les médicaments. voilà. Ouais, donc Et puis éthiquement, surtout, ça c'est change des pas fait choses. par, Mhm. exactement, et c'est pas fait par des soignants. Donc c'est très important. Mhm. J'ai longtemps été dans complètement l'inverse. Moi, dans mon histoire personnelle, mon père s'est suicidé. Donc, enfin voilà, c'était quelque chose pour moi de connu. Et j'étais contre tout ça, contre l'euthanasie, contre le suicide assisté, mais vraiment contre. Voilà, j'estimais qu'on pouvait pas décider de sa mort, que c'était pas à nous de le faire, que si on était là, c'est qu'il y avait des raisons. J'ai envie de vous dire blablabla. Et en fait, grâce à ma formation de doula, j'ai compris déjà que, eh ben, en fait, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, avec ce qu'on est, avec ce qu'on reçoit, et que personne n'est à la place de l'autre, en fait. Et on n'a pas à décider ou à juger ou voilà. Il y a des choses que nous, on peut supporter et des choses qu'on ne peut pas supporter. Et à l'inverse, Mhm. pour d'autres personnes, c'est insupportable. Et ça, il faut qu'on arrive à le comprendre et à l'accepter. Si on arrive à accepter, eh ben, le mieux, c'est d'accompagner. Voilà. Et la doula, c'est ça, en fait. Ma conviction, c'est que, il faudrait pas en arriver là. Je pense que la loi française est très bien faite. Il faut juste l'utiliser, c'est-à-dire faire ces directives anticipées. Puisque si dans ces directives anticipées, on dit, si je suis un légume, je souhaite une sédation profonde et continue. Sédation profonde et continue, c'est jusqu'au décès. Donc, je vais mourir. On va m'aider à mourir dans le sens aider de la douleur. On va pas me faire souffrir. Et je ne vais pas souffrir et je finirai par partir naturellement. Donc, moi, je pense que la loi française est bien faite, seulement il faut en parler et il faut savoir qu'elle existe et il faut pas en avoir peur. Mais c'est compliqué. Alors, vous disiez au début que quelque part, il y a une sélection de vos patients, puisque vous dites qu'il faut que le feeling passe, il faut que tout le monde soit d'accord, etc. Donc là, pour moi, il y a eu un tout petit paradoxe, mais c'en est peut-être pas un. C'est que donc vous n'êtes pas forcément euh, favorable dans votre cœur à la démarche du patient. Dans ce cas-là, vous pourriez aussi refuser d'accompagner un patient qui fait ce type de démarche s'il y a une dissonance. Ou est-ce que sa volonté à lui prédomine sur vos convictions à vous? Sa volonté prédomine sur mes convictions.
parce que en fait, ce n'est pas moi. J'accepte sa décision Mhm. et je l'accompagne dans sa décision. Ça ne me, enfin, ça ne me touche pas moi. Voilà, ses propres choix ne sont pas les miens. Donc ça, c'est pas un problème. C'est pas que je choisis, c'est que si il y a une incohérence par rapport à la famille, si par exemple la famille me dit ah non mais moi je veux pas qu'il fasse ça, essayez de dissuader, c'est ça qui va pas fonctionner parce que je serai toujours du côté du patient. Ce que veut le patient, Ah, je vous perds au niveau du son. Allô? Ah, petit problème technique. Attendez. Stéphanie, je vous ai perdu au niveau du son et de l'image aussi. ah, Il y a un petit problème de connexion. On va essayer de voir à ça. je sais pas comment m'exprimer, mais enfin, Allô? moi, je suis juste à ce côté. Allô, allô? Ah, Petit problème de son. elle est figée. Ouais. Oui, c'est figé. Alors, on va attendre un petit peu voir si ça revient. Est-ce que vous avez une Oui, bonne alors connexion? Oui, vous avez une bonne connexion de votre côté? Ah, là, par contre. Alors là, Stéphanie s'est déconnectée et je pense qu'elle va se reconnecter pour, voilà, elle arrive. Alors, vous revoilà en oui. image. Ah, ça y est. J'ai été déconnectée. Oui, j'ai cru comprendre là. J'ai perdu le son puis l'image. Oui, Alors moi aussi, vous étiez figée. oui, mais là c'est pas fou, hein. Vous êtes pixelisé, donc je Ah, sais c'est pas vrai? Oui. si. Oui, ouais. Ah, mince. Je sais pas comment il faut faire. Pourtant, j'ai pas changé de rien du tout. C'est mieux là, non? Moi, je vous vois un peu mieux. Ben, ouais, moi l'image elle est pas parfaite. Ah c'est bon, c'est Ah, revenu, c'est revenu. En tout bon, cas au niveau du son c'est ok. bon, Donc tant mieux. oui, vous disiez donc en fait que vous soutenez plus, enfin vous êtes là pour soutenir les intérêts du patient, défendre ses intérêts. Ok. Comme pour la Oui. doula de naissance, j'ai fait appel à une doula pour la naissance de chacun de mes enfants. Et bon, avec mon passif de phobie médicale, etc. C'était pour moi une décision très rassurante puisque je voyais ma doula comme le filet de sécurité. Donc où moi, j'aurais pas besoin d'intellectualiser les choses et puis d'argumenter et éventuellement de me battre contre les décisions de l'équipe médicale. Je savais qu'elle savait exactement, on avait fait un plan de naissance clair et précis avec tous les scénarios de complications ou de gestion de la douleur possible. J'avais dit oui et non à ça et je savais qu'elle serait là pour faire entendre mes droits tant que ma santé et que celle du bébé ne seraient pas menacées. Donc en fait, vous faites Exactement. ça à l'autre extrémité de la vie. Exactement. Sauf que dans l'autre extrémité de la vie, le danger, c'est la mort, ce qui n'est pas forcément un danger, mais elle va arriver. La mort, aujourd'hui, on l'emmène à l'hôpital. Mhm, Des fois, on se demande pourquoi faire. mhm. Qu'est-ce qu'ils vont faire de plus? Si on ne souffre pas et si on part, enfin, on doit partir, pourquoi faire? Est-ce qu'on irait dans un lit médicalisé pour partir? Pas Oui, forcément, voilà. Et donc, une doula, comme votre doula, elle est là pour être le filet, pour que tout aille bien, tenir la main et fermer les yeux. oui. Donc vous êtes là jusqu'au dernier moment. Euh, et, et après, du coup, est-ce que vous avez encore un accompagnement de la famille derrière la mort ou est-ce que votre travail s'arrête au passage en fait? Non, il y a un travail avec la famille, bien sûr, d'autant plus que le travail a commencé aussi avec eux avant.
Donc, c'est important de ne pas les lâcher, mais ça, c'est toujours suivant leur désir, hein, parce que souvent, quand on ritualise la mort, en fait, on se rend compte que le deuil est plus serein et plus, enfin, pas moins douloureux, parce que c'est toujours douloureux, c'est sûr, mais disons que ça se passe quand même un petit peu mieux. On prépare les choses, on les ritualise, ça fait du bien. Ça fait du bien et puis on comprend les choses. On les a compris pendant, parce que souvent la personne qui va mourir, elle peut dire aussi plein de choses. Elle se sent à l'aise parce qu'il y a toujours la doula qui est là. Alors, pas parce qu'elle est là, hein, mais elle est un petit peu comme un arbitre, en fait. Les gens ont l'impression qu'ils peuvent dire, oh, ben, de toute façon, voilà, il y a quelqu'un qui est dans la pièce, qui est pas de notre famille, et ça nous permet, voilà, de dire des choses. Et ça, c'est vraiment impressionnant, c'est génial. Voilà. Les dernières paroles, les derniers messages avant de partir. Mm. Voilà, exactement. Mm. Pour pas qu'il y ait de regrets ni d'un côté ni de l'autre. Ça, c'est très important. Et alors, vous aviez parlé de démarches administratives, donc avec la famille après. En dehors de l'administration, comment vous allez continuer à les accompagner? Parce que du coup, qu'est-ce qui va vous différencier d'un psychologue vers qui on peut éventuellement se tourner ou voilà, comment vous vous positionnez? Eh ben, alors déjà, moi, j'ai pas de formation de psychologue, déjà. Donc, il n'y a rien de médical. Je vais pas prescrire de médicaments ou quoi que ce Mhm. soit. Au même titre qu'un psychologue, on va parler. Moi, j'en ai vu beaucoup des psychologues et des psychiatres dans mon enfance, dans mon adolescence. Moi, j'ai vécu un deuil, je veux dire, pathologique, puisque j'en suis guérie là depuis peut-être une petite année, et ça fait donc 30 ans. Donc je sais ce que c'est. Et moi, les psychologues, ça m'a pas vraiment aidé. Ma formation de doula m'a aidée parce que déjà, j'étais avec des gens de confiance, des gens qui étaient dans le même cas que moi. On était tout un groupe d'endeuillés. Et ça aide beaucoup. Et ça aide à comprendre plein de choses. Et puis à savoir qu'on n'est pas seul. Et moi, j'ai rien contre les psychologues, hein. Il y a des très bons psychologues ou des très bons psychiatres. Et je pense, hein, moi, j'ai été traitée médicamenteusement parlant, et je pense qu'il faut pas sous-estimer. Parfois, on a aussi besoin de ça pour remonter, Mhm. même si, voilà, il faut savoir s'en défaire, et ça, c'est très important. Mais il faut pas sous-estimer ça. On a parfois besoin. Euh, donc, je suis pas du tout une psychologue. Je peux être une amie. On peut, voilà. Et on peut me dire tout. Moi, j'ai pas de jugement à apporter dans quoi que ce soit. Au contraire, j'écoute. Et je trouve que ça libère encore plus la parole. D'ailleurs, une doula, elle organise aussi des cafés deuil où on peut discuter tous ensemble autour d'un petit goûter ou même d'un apéro parfois, hein, voilà, de tous ensemble, de parler de son propre deuil et qui n'est pas forcément un deuil par rapport à la mort, hein. Ça peut être aussi, voilà, un déménagement difficile, une séparation, ça peut être plein de choses, le deuil, plein de deuils tout au long de sa vie. Oui, le deuil, c'est quand on laisse quelque chose derrière, une rupture, un C'est ça, divorce, un déménagement, effectivement. c'est ça. Euh, Le Changer de travail, pays, pour nous, ça a été, enfin pour moi, ça a été très compliqué à gérer, hein. oui, Parce que c'est dur de laisser sa vie derrière, hein. Donc c'est une forme de c'est vrai. deuil aussi, oui, de la résilience. Mm. Euh, alors, comment, parce que c'est toujours délicat, on avait touché un petit peu le sujet hors enregistrement la semaine dernière. Euh, Comment vit-on de ce métier et comment on facture un tel service? Parce que Alors, c'est un petit peu délicat d'aller demander de l'argent ouais, pour ça, ouais. ouais, Et c'est puis surtout, difficile. qu'est-ce que ça inclut un service? Parce que ce que vous dites, ben, vous me payez tant et puis ça vous donne, je sais pas, 2 heures de présence ou, enfin, puis quand est-ce qu'on considère que le service est fini aussi? Mm. Mm. Alors, chez les doulas, dans notre association de doulas, hein, suite à la formation, on a un contrat. Elle nous donne un contrat pour nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne, comment elle fonctionne et voilà. Donc, notre formatrice principale, Marie-Christine Naville, je lui fais un petit peu de pub parce que c'est une personne formidable, mais vraiment. Et donc, elle nous montre un petit peu comment il faut faire, etc. Alors, je vous avoue que je n'en vis pas. Aujourd'hui, je ne vis pas de ce métier. J'ai envie de vous dire que c'est pour l'instant pas tellement grave.
Je me suis organisée dans ma vie aussi pour pouvoir prendre cette pause financière, on va dire. Donc, mais je me rappelle une fois avoir discuté avec vous et on avait parlé d'énergie. Et c'est vous qui m'aviez dit que c'était aussi un échange d'énergie, Oui, le fait de facturer. oui. Et j'y ai beaucoup pensé et vous avez raison, parce que déjà, ça inscrit quelque chose de formel. Mhm. La doula, elle n'est pas comme un médecin, elle n'a pas d'obligation de résultat. Il n'y a pas d'obligation de résultat. Et le patient, il peut très bien dire, d'ailleurs, on les appelle pas patients, on les appelle clients, déjà. Ce ne sont pas nos patients, hein, on n'est pas des soignants, donc voilà. Et il peut arrêter à tout moment. Hein, il n'a pas un abonnement avec nous qui l'oblige à rester. Non, il peut arrêter à Oui, tout moment. Alors, on peut se décider en se disant, bah voilà, on se voit 4 heures par mois, à compter de 1 heure par semaine. Alors, il y a des factures qui sont de 50 jusqu'à 90 euros. Enfin, ça dépend des doulas. Hein. Chaque doula fait son tarif. Donc c'est une présence et pendant cette présence, bah, si on n'arrive pas à parler parce qu'on n'a pas envie ce jour-là de parler, alors pas la doula, oui, hein, le oui, client, oui, et ben on peut l'aider à faire un peu de ménage, on peut l'aider à voilà à faire un petit rangement dans les photos, on peut l'aider à faire plein de choses, enfin ce qu'il a envie, ou alors une petite promenade dans le jardin, ou en l'emmener faire une course, peu importe ce que la personne demande. Voilà. Et puis ça peut s'arrêter à tout moment quand le client le désire. Voilà. Donc chacune fait comme elles veulent. Voilà. Euh, Par exemple pour la convention que j'ai signée avec un EHPAD là du côté de chez moi. Donc je discute des directives anticipées. C'est un rendez-vous qui va durer entre 2 et 3 heures, qui peut se faire en plusieurs fois, peu importe. Et moi je facture directement à l'EHPAD. Donc c'est un service qui est offert aux résidents de l'EHPAD par l'EHPAD. Donc ça, c'est un peu plus facile pour moi. c'est peut-être le plus simple à gérer. Oui, oui. Voilà, c'est le Oui, plus simple à gérer parce que très franchement, et c'est ce que je vous ai dit, je pense que pour être entrepreneur, il faut avoir envie et aimer l'argent. Dans ce monde-là, euh, j'y crois pas et je suis Mm. pas quelqu'un comme ça, donc c'est compliqué pour moi. Ah, c'est délicat à demander C'est ça. délicat. Ouais, ouais. C'est délicat, mais en effet, à chaque fois, je pense à votre propos et vous avez raison, c'est un échange d'énergie. Et s'il n'y a pas un échange d'énergie et qui passe même par l'argent, eh ben, la prestation, elle est peut-être pas aussi bien vécue d'un côté comme de l'autre. Oui. Donc, je pense souvent à ce petit, à cette petite Oh, je suis info. ravie si j'ai pu vous C'est aider vrai, c'est vrai. à avancer dans votre réflexion. Alors, bon, il y a, quand je dis échange d'énergie, il y a, bon, d'un côté, on peut dire tout travail mérite salaire. Bon, c'est votre Oui, temps, et puis il faut bien que oui, vous viviez de quelque chose aussi. oui, Euh, de l'autre côté, l'échange d'énergie, c'est quand j'ai commencé le Reiki, en fait, que oui, mon maître l'avait abordé, puisque c'est vrai au début, quand on s'entraîne, enfin, de toute façon, moi, je le fais pas de façon professionnelle, donc c'est que à mon entourage proche. Évidemment, il n'y a pas de contrepartie financière. oui. Euh, mais il disait bien qu'on peut, puisque en fait, donc dans cet esprit d'échange d'énergie, ça permet aussi d'impliquer en fait le patient dans son soin, d'attendre pas qu'on lui donne sans rien en retour, s'il paye ou qu'il offre un gâteau ou un café ou quelque chose en retour en fait. Ça montre qu'il est dans une volonté de soin, qu'il n'attend pas que ça lui tombe comme ça, mais qu'il va y avoir Il une est impliqué transaction dans entre les deux. son... Voilà. Mm, mm. Oui, 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 Donc oui, c'est je suis tout encore à fait d'accord. un tout petit peu différent, mais en tout cas, oui, vous pouvez pas non plus vivre d'amour et d'eau fraîche Non. comme ça. Alors, vous aviez parlé tout à l'heure, et du coup, on n'avait pas développé, mais on avait autre chose. Mais est-ce que vous pouvez parler de qui est ou ce que c'est Jamlav? Jalmave. Alors, Jalmav, Jalmave, c'est oui. Jalmave, c'est jusqu'à la mort, accompagner la vie. Voilà ce que veut dire le sigle Jalmave. C'est une association de bénévoles qui est exclusivement dans les soins palliatifs et donc qui va apporter un accompagnement, une écoute donc à toutes les personnes qui sont en fin de vie.
Donc, dans les soins palliatifs, ils essayent aussi de développer ça, en tout cas dans ma région, vers les EHPAD. Donc, je trouve que c'est très bien. Et Parce que voilà, je me c'est suis dit, national, en fait. Oh, il y a c'est des antennes national. un peu partout en France. Exactement, Mm. ouais, exactement. Et ils sont connus, enfin, ils font beaucoup de choses. Et dans ma région, là, cette année, parce que on n'accepte pas tout le monde, hein, c'est très compliqué. D'ailleurs, j'ai pas été acceptée la première fois que je les ai appelés. J'avais été presque vexée d'ailleurs parce que Oh, j'étais ouais. vraiment dans une démarche d'amour, Et puis vraiment. surtout si on propose de... Enfin, si c'est pour du bénévolat, a priori, c'est des gens Oui, qui sont sincèrement intéressés, en fait. et, oui, mais Ouais. ils ont une très très bonne formation. Et en fait, ils se sont fait beaucoup avoir, tout simplement. Ils offrent la formation et puis bah, les gens, ils viennent pas, ils s'impliquent pas après. Mm. Donc moi, je leur avais expliqué que ah bah non, j'étais pas du tout dans ça, que la formation, je revenais d'une formation de doula, donc j'avais eu aussi ma propre formation et qu'il n'y avait pas de, enfin voilà, au contraire, c'était un complément et que ça me tenait vraiment à cœur d'accompagner les gens. Alors, de par mon jeune âge, ils ont été aussi inquiets parce que est-ce que je vais avoir de la disponibilité? Voilà. Mm. Et ils ont raison parce que il faut s'impliquer. Donc Jalbal demande une implication à hauteur de une demi-journée par semaine. Donc pour moi, ça ne me posait aucun problème, hein, ça s'organise tout ça. Il y a pas, voilà, c'est marqué dans l'agenda, c'est tel jour et voilà. Euh, donc du coup, j'ai commencé la formation qui se passe très très bien. Et puis normalement, je commence à accompagner début septembre là. Donc j'ai fait une première immersion. Ça a été très, très enrichissant. Parce qu'il y a plein D'accord. de gens qui, tous les mourants, hein, on peut les appeler comme ça, hein, dans les Oui. services de soins palliatifs, quand même, Oui. sont pas à l'aise, qui n'ont pas envie de vous avoir, mais qui, puisque vous êtes debout devant la porte, vous parlent quand même. Et puis finalement, vous parlent longtemps. Et c'est d'ailleurs impressionnant. Alors moi, j'étais juste là comme observatrice. Et j'étais donc, enfin, j'accompagnais Solène. Enfin, j'ai trouvé ça incroyable, sa façon de se poser à côté d'eux et vraiment de les écouter bah, parce que ils sont encore là, quoi. Et ça, c'est important. Parce que tant qu'on n'est pas mort, on est vivant, hein, Mm. jusqu'au bout. Et c'est exactement ça, Jalma. Et c'est ça, moi, qui m'a parlé. Jusqu'à la mort, accompagner la vie. Jusqu'au dernier souffle, on est là, quoi. Et on a besoin d'une attention. Donc votre engagement consiste à être donc une demi-journée par semaine dans un service de soins palliatifs, faire le tour des chambres et voir qui veut qui a besoin de parler. Exactement. En fait, on a une liste hein, quand même faite par les soignants, parce que ils les connaissent très bien, donc ils savent s'ils vont avoir besoin de parler, envie de parler, et donc ils nous font une petite liste, et puis on fait le tour des chambres, et puis on discute ou pas, hein, parce que c'est pas parce que le soignant s'est dit il faudrait qu'il parle qu'il a envie et qu'il va le Ouais, faire. On ouais. force personne, hein, de toute façon, voilà. On engage un peu la conversation, ça prend ou ça prend pas, hein. Mhm. Ce qui est compliqué dans ces services-là, c'est que bah, on est toujours avec des masques. Et du coup, Même encore je maintenant? pense, ouais, bah, dans les soins palliatifs, ouais, c'est compliqué. En tout cas, chez nous, il faut un masque encore. Alors, peut-être que ça va changer, j'espère, parce que avec le sourire, hein, parfois, on fait des miracles. Mais oui, parce que oui, ça enlève la moitié du visage, quoi qu'on dise, même s'il y a des choses qui passent dans les yeux. Je suis désolée, Oui. mais déjà, on se Mm. fait pas. Une personne, quand elle la voit sans masque, ah oui, elle ressemble à ça. Enfin, déjà. Exactement. Ah, Ouais, c'est vrai, c'est vrai. ouais, ouais. Donc voilà, enfin, donc j'ai hâte de commencer parce que ça m'intéresse vraiment beaucoup. En fait, c'est très très égoïste, hein, mais c'est beaucoup pour moi aussi. Parce que déjà, je trouve que, alors, dans la vie, très franchement, j'ai réussi à me dire, il faut pas être impressionné par les autres. Il faut les écouter, au contraire, s'inspirer d'eux et pas être impressionné, voilà. Mais les personnes âgées, elles m'impressionnent. Et elles ont toujours quelque chose à nous dire, à nous apprendre. Et j'adore leur poser des questions. Je suis une vraie curieuse, moi. Donc, j'adore être avec eux. Mhm. Et c'est ça, moi, en fait, qui me nourrit et qui fait que je vous dis que je suis un peu égoïste parce que c'est un peu beaucoup pour moi. Ouais. Elles vous impressionnent parce que elles ont la sagesse et l'expérience de la vie, c'est leur Exactement. vécu qui. Ouais, d'accord. Exactement. Ouais. Mhm, mhm. Et en plus, les personnes âgées d'aujourd'hui, elles ont vécu des choses incroyables.
Elles ont vraiment des Oui, téléphones. déjà nous, on avait le téléphone à cadran rotatif et puis pas d'internet, etc. Alors c'est vrai que sur une Exactement. vie, elles ont vu du changement, hein. Ouais, Exactement. ouais. Alors nous, quand on sera des vieilles personnes, on aura tellement de choses à leur apprendre et à leur dire et à partager. Et ça va être incroyable aussi, hein. Mm, mm. Alors, est-ce que je peux vous poser la question sur quelles sont vos croyances? Qu'est-ce que vous pensez qu'il y a après la mort? Et puis comment vos croyances, est-ce qu'elles influent votre métier et comment vous l'abordez? Ou est-ce que vous les mettez tout à fait de côté Alors moi, je suis pas, j'ai pas de croyance religieuse particulière. Mhm. Même si, je dois dire, alors, mon père était de confession catholique, mais il en a jamais parlé à la maison. Je ne savais même pas. En fait, je l'ai appris longtemps après sa mort, parce que Ok. je suis allée voir sa famille au Portugal, qui sont très, très catholiques, et ils m'ont dit, mais si, ton père était très catholique. Ah bon? Ma mère était protestante, enfin, est protestante. Mais pareil, j'en ai jamais entendu parler. On n'a pas été baptisés ni d'une confession ni d'une autre. Voilà. Mhm. Alors, moi, je me suis mariée à un Portugais catholique, très catholique. Du coup, j'ai été baptisée à 21 ans. Donc, j'ai fait du catéchisme pendant 3 ans. Voilà. Alors, comme dirait mon fils, euh, je ne crois pas en Dieu, mais les valeurs sont bonnes. Les Mhm. valeurs que j'en ai apprises sont bonnes. Voilà. Euh, Moi, je ne crois pas en Dieu tel qu'on peut l'entendre parler, en entendre parler. Je crois à la vie après la mort. Ça, c'est vrai. Je crois qu'il y a autre chose. Je ne sais pas quoi et je n'attends rien, mais je sais qu'il y a quelque chose. Donc, on verra. Alors, moi, j'ai été voir un médium. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Bruno. Bruno a un message. Oui, oui, oui. Voilà. Mhm. Et j'étais impressionnée quand même de sa prestation. On était dans un cinéma avec plein de monde. Il s'approchait des gens, il ressentait des choses. C'était assez impressionnant. Et c'est ce qui me fait dire qu'il y a quelque chose après la mort. Parce qu'on reçoit des messages. Parce que il faut être attentif. Et, mais je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas si j'irai. Et peu importe. En fait, c'est pas une obsession pour moi. Oui, vous faites pas votre curieuse en fait, du coup, vous laissez venir les choses. Exactement. Là, pour le coup, oui, exactement. Ouais. Mhm. Est-ce que, alors je vais vous poser les questions finales qui sont à brûle pour point. Euh, Oui. Déjà, est-ce que vous définiriez comme spirituel ou même pas, en fait? Alors, je monte dans ma spiritualité. Je suis en chemin vers ça. C'est un chemin que j'ai découvert vraiment, enfin, que je sentais en moi, mais que je ne savais pas utiliser. Mhm. Avec la formation de doula, j'ai senti que je montais. On va appeler ça comme ça, hein. J'ai une ouverture de mes chakras qui s'est fait et j'ai eu cette impression de monter et même j'étais presque en décalage avec mon entourage. Ça, c'était compliqué. Je trouve que la spiritualité, elle est pour soi aussi. Euh, Moi, je me sens bien par rapport à elle et je ne l'utilise pas pour les autres, en fait. Elle me nourrit, moi, à l'intérieur. Mais je sens que je monte. Je suis pas encore en haut, tout en haut. Ouais. Alors, est-ce que vous pourriez la définir? Qu'est-ce que c'est pour vous la spiritualité? Alors, c'est difficile hein, Mhm. à définir parce que je pense qu'en plus, elle est propre à chacun, vraiment. J'ai compris en tout cas que ça n'a rien à voir avec le religieux, pas du tout. Et que c'est vraiment une grande ouverture d'esprit, un lâcher-prise, vraiment. Et d'arriver à comprendre ça, de ce que je vous disais tout à l'heure, c'est chacun est comme il est. Et il faut arriver à comprendre ça. On ne peut pas passer son temps à juger. Et dans la spiritualité, c'est ça. C'est l'ouverture d'esprit. C'est le fait de comprendre qu'on est tous différents et voilà, qu'on chemine tous d'une façon et que surtout, les gens qui cheminent autour de nous, euh, nous apportent des choses dans notre spiritualité. Et même si ce sont des personnes dites négatives, elles apportent quelque chose en nous Oui. qui font monter notre spiritualité. Donc, mais c'est en tout cas propre à chacun.
Et Quel ça est... évolue. Oui. Mhm. Quel est le but de la vie selon vous? Alors, je dois vous avouer que je suis née dans une famille de nostalgiques. Alors, la nostalgie, la vraie nostalgie, hein, pas la nostalgie quand on peut en entendre parler, c'est-à-dire la musique qui nous fait pleurer. Non. Mon grand-père a eu des électrochocs parce qu'il avait de gros problèmes psychiatriques, mais parce qu'il avait de la nostalgie sévère. Ma mère aussi a été hospitalisée en psychiatrie parce qu'elle avait des dépressions profondes. Euh, Mon père s'est suicidé, donc on peut quand même pas dire que c'était la joie, hein. Oui. Donc je suis née dans cette famille. J'ai une grosse hérédité de nostalgie. Alors très franchement, la vie pour moi aujourd'hui, elle est précieuse, c'est sûr, mais j'avance sans, voilà, c'est c'est pas l'important. Voilà. On est là quand on est là et quand on sera plus là, on sera plus là. Enfin, je me pose pas de questions par rapport à ça. Je n'attends pas la mort, hein, bien sûr. J'espère qu'elle arrivera. Et franchement, je vous le dis, pas le plus tard possible. Ça ne m'intéresse pas de vivre jusqu'à 100 ans. Et souvent, on me dit, ah oui, mais si tu es en bonne santé. Non, ça ne m'intéresse pas. Non. Donc, je ne suis pas une boulimique de la vie, croquer la vie à Ouais. pleines dents. Non. Ouais. J'avance, mais ça, c'est voilà, de par mon vécu, de par ma famille, et même si j'ai deux enfants géniaux, un mari qui m'accompagne, euh, voilà, j'avance, c'est sûr, mais j'ai ce poids familial, voilà, qui et puis surtout, j'ai bien compris que on n'est pas grand-chose, quoi, et que demain ça peut s'arrêter. On est tous mortels en fait. Et ça, moi, je l'ai bien compris et depuis longtemps. Et c'est pour ça que c'est compliqué d'être doula aujourd'hui parce que les gens se pensent immortels. Et même quand c'est la fin et que je vous disais, on les emmène à l'hôpital, c'est pourquoi? Parce qu'on croit qu'ils vont jamais mourir. On est mortel. Et en fait, la mort, c'est pas vraiment une maladie. Quand on n'est pas malade, hein, je veux dire, si c'est pas la maladie qui vous amène dans la mort, bien sûr, on va tous mourir en fait. Mm. Et ça, moi, ça, j'ai bien compris. Oui. Et j'ai pas de problème avec ça. Ça fait deux fois que vous mentionnez en fait le fait que les personnes sont emmenées à l'hôpital pour mourir. Je me, je me, je- j'ai deux interprétations qui me viennent en tête. En fait, je me dis peut-être que du coup elles ont encore une forme d'espoir. Peut-être que le corps médical pourrait les sauver, pourra faire quelque chose, faites quelque chose pour lui. Voilà, puisqu'on se tourne vers la science comme bah, quasiment. Voilà, c'est la science, la médecine est là pour empêcher les gens de mourir. Voilà, il y a Oui, peut-être cet aspect-là. Ou alors l'aspect d'une telle peur et tabouisation de la mort que bah faut pas que ça se fasse à la maison exactement. Mais aussi. c'est les deux. Les C'est deux. exactement Mm. ça, les deux, bien sûr. Mm. Parce que, vous savez, quand je parle beaucoup du recueillement à domicile, de la mort à domicile, alors, c'est marrant parce que tout le monde trouve ça génial. Bah oui, pourquoi on irait mourir à l'hôpital? Attends, on est carrément mieux chez soi, dans sa propre chambre. On peut faire venir ses amis, sa famille. C'est quand même plus simple. Il n'y a pas d'horaire. On peut venir la nuit, manger à côté de toi. Voilà, c'est génial. Ah, par contre, moi, je veux pas de ça chez moi, hein. Ah non, Mm. ah non, tu vois pas, toi, après, bah, je vais être obligée de jeter le matelas. Ah bon, Ou mais de changer de maison, enfin. ou de changer de maison. Ouais. Et tout ça, c'est compréhensif, c'est vraiment Ah, quelque chose à soi. Mais si on écoute peut-être, vous savez, il y a des pourcentages, hein, des études hein, qui disent que, je crois, 75% des gens veulent mourir à la maison. Il y a 25% des gens qui arrivent. Mais pourquoi? C'est pas de leur fait à eux, c'est aussi leur entourage. Mais non, oui, comme vous disiez, on t'emmène à l'hôpital, on sait jamais. Peut-être qu'ils vont pouvoir te laisser encore un peu plus de temps. Souvent, les personnes, quand elles sont prêtes à mourir, elles sont prêtes et voilà, elles attendent ça et il y a pas, elles ont moins de problèmes que la famille et c'est normal. Et c'est pour ça que la doula, elle est là, c'est pour aider à cette compréhension. Il y a un très très beau livre de Nicolas, je vous redirai le nom parce que là, ça me sort. Il était en fait condamné, c'était un jeune, il avait 42 ans, il était condamné parce qu'il avait une grave maladie au cerveau. Et en fait, il a fait un livre sur le projet de fin de vie. Et ça, c'est magnifique. Et franchement, j'ai été bouleversée par ce livre. Et si tout le monde arrivait à comprendre ça, que au même titre qu'un mariage,
une construction de maison, qu'un travail, le choix de son boulot, au même titre que tout ça, la fin de vie, ça peut être un vrai projet et ça doit être un vrai projet. On doit s'y atteler, y réfléchir, noter des choses, parce que peu importe quand ça va arriver. Donc ça doit être un vrai Oui. projet et familial, D'accord. sociétal, familial, vraiment. Donc, vous avez oublié le nom de l'auteur. Est-ce que vous vous souvenez du titre de l'ouvrage? Oui, faire le deuil de soi-même. Faire le deuil de soi-même. D'accord. Donc, ça m'aidera à le retrouver, puis je l'inclurai dans les notes. Ah bah oui, oui, d'accord. Ouais. Et puis moi, je vous enverrai par mail. D'accord. Voilà, j'ai un trou. Super. Et puis, alors, je voulais vous demander, j'ai encore une ou deux questions. Est-ce que vous avez une routine ou un rituel qui vous permet de vous sentir bien au quotidien? Alors j'en ai eu beaucoup à un moment donné et en fait on se cherche. Mm. Moi je fais de la méditation. Mm. Donc alors c'est marrant mais j'ai un espèce de petit smiley que j'accroche à ma porte de ma chambre en haut, enfin de la chambre d'amis en haut où là je fais ma méditation. Donc je le dis à personne mais je mets ce smiley pour dire bah faut pas rentrer parce C'est que ne là pas déranger, quoi. je médite exactement, je médite. Ouais. Et ça marche très très bien. On me pose pas de questions, voilà, et on me dérange pas à ce moment-là. Voilà, pour moi, c'est la méditation. Quelle est votre devise? Euh, bah, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a et avec ce qu'on est. Voilà, c'est vraiment ça. Est-ce qu'il y a autre chose que vous aimeriez ajouter ou dont on n'a pas parlé? Euh, non, là, comme ça, je vois pas. Je trouve qu'on a parlé de beaucoup de choses. C'était vraiment. J'adore parler de ce sujet. Euh. Mm. D'ailleurs, mes amis souvent me disent, c'est bizarre parce que toi, quand tu parles de la mort, tu as les yeux qui brillent, mais c'est pas dans le sens. Voilà, au début, ils étaient très inquiets, mes amis, quand ils ont vu ma reconversion, hein. Ils me disaient, mais attends, toi, tu rigoles tout le temps, t'es tellement jovial. Pourquoi tu veux Ah, dans le sens c'est austère, ça va te plomber ou ok. exactement? Mm. Oui, exactement. Et ben, je dis non, mais justement, quand on est dans ce monde-là, vers la fin, bah, peut-être qu'on a besoin aussi un petit peu de sourire, quoi. Pourquoi on devrait être Faire la austère? gueule, ouais. Mm. Ouais, Mm. Mm. pourquoi? Bien sûr que c'est la fin, mais si, enfin voilà, en fait, si on l'accepte, tout est plus facile d'accepter les choses, quoi. C'est compliqué, c'est un très long chemin, et c'est pour ça qu'il faut s'y prendre de bonne heure. Donc maintenant, c'est marrant parce qu'avec mes amis, on en parle beaucoup. Et souvent, ils me posent des questions, et maintenant, ils aiment en parler. Et ils ont mon âge, une quarantaine d'années. Donc je me dis que c'est bien parce qu'ils commencent leur chemin aujourd'hui. Et je leur souhaite de mourir le plus tard possible, bien sûr, mais au moins, ils y auront réfléchi depuis un petit peu plus longtemps que les autres. Et ça, c'est bien. Oui, c'est chouette parce que vous aidez à vous contribuer à libérer la parole autour de vous. Et- Mm. Ouais. exactement, voilà. Ce qui est aussi la vocation de ce podcast, en plus d'apaiser les personnes qui sont endeuillées, les aider à cheminer, leur donner des outils, des ressources pour les aider dans leur deuil, de nourrir aussi la réflexion spirituelle et aussi de libérer la parole. Mm. Exactement. Alors, je vous remercie Exactement. d'avoir participé à Merci ce à vous, podcast. Jessica. Je vous souhaite une bonne continuation. Merci. À bientôt. Deuil et spiritualité est produit par moi-même, y compris la musique jouée au handpan. Pour me suivre ou me contacter, rendez-vous sur mon site jessicatricno.com. Vous trouverez le lien dans la description.